On nous dit que la monnaie unique est la clé de l'emploi. On nous annonce triomphalement qu'elle créera des millions d'emplois nouveaux. Jusqu'à 5 millions selon M. Delors, 3 ou 4 selon le président de la République. Mais que valent ce genre de prédictions, alors que depuis des années, le chômage augmente, en même temps que s'accélère la construction de l'Europe technocratique? Par quel miracle la monnaie unique pourrait-elle renverser cette tendance? Oublierait-on que certaines simulations sur les effets de l'union monétaire sont particulièrement inquiétantes pour la France, puisqu'elles prédisent encore plus de chômage dans les années à venir? En vérité, tout ce que notre économie doit d'incontestablement positif à la construction européenne, c'est la fin du protectionnisme intracommunautaire, ce qui n'a rien à voir ni avec l'harmonisation à tout prix, ni avec la monnaie unique. On nous dit que les risques cambiaires tendent à limiter les transactions. Mais les échanges internationaux n'ont souffert d'aucun ralentissement notable après la généralisation d'échanges flottants, moyennant la mise au point de techniques de couverture fort élaborées. On nous dit que la monnaie unique va favoriser nos exportations, mais les échanges intra-européens sont déjà considérables et l'unification de la monnaie ne supprimera pas les risques de fluctuation vis-à-vis du dollar et du yen. Mieux, dès lors qu'il y aura 3 pôles monétaires comparables, les arbitrages triangulaires iront se multipliant, avec tous les risques de change y afférents. On nous dit que la monnaie unique favorisera les investissements français dans les autres pays de la communauté. Or, aucune statistique ne permet de conclure à un effet significatif du risque de change sur l'investissement. On nous dit que la monnaie unique fera économiser d'énormes coûts de transaction. Mais personne n'est réellement capable d'évaluer ces coûts de transaction et tous les chiffres cités à ce sujet, y compris les vôtres, sont le plus souvent totalement fantaisistes. On nous dit, M. Rocard nous dit, que si Louis XI, c'est M. Rocard qui parle, n'avait pas eu raison de Charles le Téméraire, la Bourgogne d'aujourd'hui vivrait dans la hantise de voir se détériorer sa balance des paiements avec l'Île-de-France et l'Aquitaine. Et il nous prédit, et l'on nous prédit, que la monnaie unique mettra fin à ce genre d'archaïsme, entrave à la croissance. Mais qui donc est obsédé par le solde des paiements courants, sinon ceux-là même qui confondent les conséquences et les causes, qui confondent les écritures comptables avec les mécanismes économiques et qui sont paralysés par les contraintes imaginaires? Comment peut-on penser en effet que la balance des paiements est en elle-même une contrainte économique bien réelle, et croire qu'il suffit de ne plus libeller les transactions que dans une seule monnaie pour qu'elles s'envolent miraculeusement? On nous dit que la monnaie unique fera baisser les taux d'intérêt. Mais cela est plus que douteux dès lors qu'il va falloir intégrer des pays plus sujets à l'inflation. Et ensuite, tout dépendra de la politique de la Banque centrale européenne qui sera indépendante, c'est-à-dire incontrôlable. On nous dit encore en effet que la monnaie unique, entre les mains d'une banque centrale indépendante, permettra de mieux assurer la lutte contre l'inflation. Mais nul ne peut garantir que les dirigeants de cette banque, qui n'auront de compte à rendre à personne, feront toujours la meilleure politique possible. Ou alors, doit-on considérer l'irresponsabilité comme le gage le plus sûr de l'efficacité? L'expérience de la Fed aux États-Unis est-elle à cet égard concluante? Et le comportement actuel de la Bundesbank est-il si encourageant? Certes non. D'ailleurs, les plus grandes figures de l'orthodoxie monétaire, comme l'américain Milton Friedman ou le français Maurice Allais, sont farouchement opposés au principe de l'indépendance de la Banque centrale. En vérité, il n'y a pas de meilleure incitation à bien gérer la monnaie que la concurrence monétaire, même si cette incitation est loin d'être sans défaut. Or, que nous propose-t-on, sinon de supprimer la concurrence entre les monnaies européennes? Alors on vient nous dire, argument ultime et présumé décisif,
que nous n'aurions plus d'autre choix qu'entre subir et co-décider. Que répondre à ceux qui nous disent qu'en acceptant de participer au SME, notre pays a déjà renoncé à sa souveraineté dans ce domaine? Que c'est oublier un peu vite qu'il existe des marges de fluctuation significatives, que nous gardons, c'est vrai, la possibilité de dévaluer si nous le décidons, et que nous pouvons sortir du système si nous le jugeons nécessaire, que dans le SME, la France choisit librement les contraintes qu'elle s'impose jusqu'à ce qu'elle décide de s'en affranchir. Au contraire, avec la monnaie unique, nous abandonnons définitivement ou presque le droit de choisir notre politique monétaire. Toute la différence est là. Alors on objecte encore que même si elle le voulait, la France ne pourrait pas exercer sa souveraineté et n'aurait d'autre possibilité que celle de s'aligner sur les décisions des autorités allemandes si elle veut éviter la fuite des capitaux flottants et l'effondrement de sa monnaie. C'est oublier, me semble-t-il, que le maintien à tout prix d'une parité arbitraire entre le franc et le mark est un choix politique qui n'a rien d'inéluctable. C'est oublier qu'une monnaie qui ne se maintient qu'en s'appuyant sur des taux d'intérêt réels exorbitants ne peut pas être considérée comme une monnaie forte, et qu'en adoptant cette politique, la France a permis d'accentuer la sous-évaluation du mark au sein du SME, où tous les experts s'accordent pour constater qu'il l'est déjà depuis 1979, ce qui est un comble, puisqu'ainsi nous donnons à l'Allemagne une prime supplémentaire de compétitivité. Et quand j'entends dire, comme hier, qu'on veut réévaluer le franc par rapport au mark, je me demande si on ne nage pas en pleine folie. En tout cas, rien n'impose aujourd'hui à la France la politique monétaire qu'elle s'est choisie, qui joue au détriment des salariés, qui disqualifie les investissements à long terme et qui a des effets tellement désastreux sur l'activité qu'ils finiront de toutes les façons par faire fuir les capitaux étrangers. Et puisque rien n'impose à la France cette politique, rien ne l'empêche non plus d'en changer. Et que ceux qui me disent qu'en ne nous alignant pas systématiquement sur l'Allemagne, nous rejetterions la rigueur et nous choisirions l'isolement, me comprennent bien. Il ne s'agit pas à mes yeux de prôner le retour au contrôle des changes, au laxisme budgétaire, à l'inflation, ni même de recommander la sortie du SME, encore moins de la CE. Mais enfin, le SME a bien survécu à 11 ajustements depuis 1979. Et puis ce n'est pas parce qu'en 1986 le franc a été dévalué et en 1987 le mark réévalué qu'on peut dire que la gestion d'Édouard Balladur n'a pas été rigoureuse. Dans le domaine monétaire comme dans les autres, il faut se plier aux réalités. Il faut donc savoir ajuster les parités quand c'est nécessaire, non pour faire de la dévaluation compétitive, mais pour éviter la déflation. Eût-il été déraisonnable de laisser le mark se réévaluer quand la Bundesbank décida de relever ses taux d'intervention pour gérer les conséquences de sa réunification? On pourrait en discuter, mais le choix existait pour la France. Il n'en sera plus de même quand elle sera emprisonnée dans le système de la monnaie unique.